Et bonjour à tous pour ce RPG ED All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Thomas Munier, responsable de la police des poids et mesures en jeu de rôle. Et on va parler nature sauvage. Salut! Donc bien sûr, c'est pas pour rien que je t'ai convié pour ce thème nature sauvage parce que c'est quelque chose que tu connais relativement bien, c'est omniprésent dans les jeux que tu fais, donc dans l'univers de Milvaux. Donc je vais commencer par cette question. Pour toi, quel est le lien entre le jeu de rôle et la nature, mais surtout la nature sauvage, donc la nature qui va être hostile aux joueurs? Le lien entre le jeu de rôle, en règle générale, bah, je dirais que tout simplement, effectivement, ça va être, ça peut être un décor, un environnement, un lieu de jeu, aussi un antagoniste, et puis c'est aussi un vecteur d'histoire, de narration environnementale, quoi. Donc, c'est entre guillemets, c'est un objet dans un jeu de rôle qui va avoir plusieurs fonctions. Dans les jeux de rôle qui sont dans l'univers de Milvaux, évidemment, on va essayer d'exploiter ça au maximum, quoi. Avec, par exemple, si tu joues à Nervure, qui est un jeu Milvaux, eh bien, quand tu commences, à chaque scène, tu vas tirer un climat pour savoir le temps qu'il fait, quoi. Ça va servir à la fois de tapisserie, mais aussi de vecteur, de péripéties, parce qu'il y a des climats qui sont plus ou moins dangereux, qui vont plus ou moins changer le statu quo et tout. Donc c'est des choses qui sont fortement impactantes pour les personnages, quoi. C'est vrai que tu soulèves un point intéressant. La nature sauvage est quelque chose de très très vaste en fait en termes de rencontres, si on le classifie comme un objet, parce que elle peut prendre vraiment énormément de formes. Elle a ce côté très aléatoire. Au final, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que, justement, que c'est quelque chose qu'on croise régulièrement, en dehors du fait qu'elle est partout, qu'elle est omniprésente, peu importe l'univers quasiment. Ouais, c'est pas mal que tu rappelles le côté aléatoire, hein. Moi aussi, j'utilise beaucoup de tables aléatoires. Je t'ai parlé des climats. Il y a des tables aléatoires de Horla, donc qui sont des créatures qui sont un peu issues du dérèglement de la nature, quoi, en gros, quoi. Et il y a ce que j'appelle les détails forestiers, c'est passer des petits éléments de description qui vont emprunter aux divers règnes du végétal et de l'animal. Et ce qui est bien en fait, c'est de réussir à créer une sensation que ni les personnages ni les joueuses ne connaissent vraiment bien l'écosystème qui les entoure. C'est-à-dire que chaque nouvelle rencontre, c'est un peu une découverte, quoi, finalement. Et t'as pas forcément l'occasion de rencontrer deux fois de suite la même créature. Il faut toujours tout réapprendre à chaque fois quand tu fais un bivouac. Il faut que tu regardes les arbres autour, qui c'est quoi leur particularité. Est-ce qu'il n'y a pas un truc chelou qui font que pendant la nuit tu vas te faire bouffer ou digérer par l'arbre ou je sais pas quoi. Donc j'aime bien ce côté où les personnages du coup doivent s'improviser naturalistes, mais c'est pas forcément pour le plaisir des découvertes, quoi. C'est aussi pour leur survie tout simplement, quoi. Ah, Même quand il s'agit de la question épineuse, quand il s'agit de se nourrir, quoi. Puisque par exemple dans un de mes jeux qui est Écorce, donc c'est un jeu OSR 1000 veaux, eh bien tu peux pas juste dire bon, je vais aller prendre le premier truc qui a l'air comestible, quoi. En fait, quand tu fais la cueillette, toute la chasse, il y a un dé qui est jeté et qui détermine en fait la qualité de ce que tu trouves, quoi. Donc si tu fais un 6, non seulement c'est comestible, mais en plus ça va te redonner des points de vie ou je sais pas quoi, ça va vraiment être quelque chose de bien pour ton organisme. Mais si tu fais un 1, genre tu peux mourir ou avoir une horrible mutation. Parce que tu as bu de l'eau qui est croupie ou radioactive ou quoi aux caisses, quoi. Et donc, il faut vraiment développer, en fait, moi, je vais décrire, voilà, bon, par exemple, t'as chassé, je sais pas, un chevreul, je vais décrire, en fait, l'animal, la carcasse, tout ça, et bon, attention, la chasse, c'est mal, hein, je précise. Mais bon, les personnages, des fois, ils le font quand même. Je précise, voilà, faut décrire la proie ou la cueillette
ou l'eau, quoi. Et c'est aux joueuses, comme on est en OSR, il n'y a pas de jet il y a pas de jet de compétences pour comprendre si c'est comestible ou pas. C'est aux joueuses de, voilà, en analysant un peu la description de l'arbitre, de dire non mais en fait ça c'est daubé, il faut pas y toucher, ou si, ah si, ça au contraire, quoi. Puis au fur et à mesure, bah, tu apprends c'est quoi les meilleures plantes et ainsi de suite, quoi. Et je pense que là, tu mets un point intéressant. C'est vrai que quand on dit nature sauvage, on a tout de suite la vision d'un environnement hostile, mais c'est pas vraiment le cas. C'est plus un environnement auquel on n'est pas habitué et qu'il faut découvrir, comprendre ses dangers, mais aussi comprendre ses bienfaits. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter, qu'est-ce qu'on peut chercher, quels sont les signes auxquels il faut faire attention pour aller dans un sens comme dans l'autre. Bah, de prime abord, Milvaux, ça peut un peu ressembler à une dystopie écologique. C'est-à-dire que la nature, elle a repris ses droits, mais c'est vraiment hostile, quoi. Enfin, genre, c'est plus mortel que la forêt amazonienne. Enfin, et donc, on peut se dire, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui dit que la nature, c'est mal, quoi. Mais par ailleurs, en fait, tu vas trouver tout un tas de choses qui sont, entre guillemets, utiles à l'homme. Par exemple, il y a la sève de l'arbre spiral qui est un régénérant. Tu vas trouver des animaux sentients qui peuvent te redonner la mémoire ou des choses comme ça. Mais l'idée, c'est que déjà, il faut pas raisonner en termes d'utilitarisme, parce que la nature, elle est utile à l'homme ou nuisible. Euh, Moi, ce que j'ai voulu présenter, c'est un écosystème qui est en fait ni bon ni mauvais, quoi. Il est comme il est. Parfois, effectivement, il y a certaines de ces entités qui peuvent être cruelles ou en tout cas dangereuses pour l'homme. Parfois, c'est l'inverse. Mais voilà, il y a pas du tout de manichéisme, quoi. Même si, par ailleurs, dans plusieurs jeux Milvaux, je travaille beaucoup sur le clivage humain, nature, science sauvage, ordre sauvage, quoi. C'est des clivages que je travaille pas mal. Mais disons que en tant qu'auteur de jeux de rôle, je pense pas que mon taf, ça soit d'asséner une leçon de morale aux joueuses. Et donc, je vais pas donner tout cuit dans le bec si les choses sont bien ou mal, s'il faut être du côté de l'ordre ou du côté du sauvage. Ça va vraiment être par le jeu aux personnes de se faire leur propre opinion, quoi. S'ils ont envie de se faire une opinion, quoi. Parce que c'est vrai que le simple fait de dire, bah en fait, on sait jamais, ça change tout le temps, c'est aussi intéressant à explorer, quoi. Donc dans Écorce, tu as trois alignements qui reprennent en fait ce que tu avais dans Donjons et Dragons première édition. Tu avais inspiré de Elric, hein, je crois. Tu avais la loi, la neutralité et le chaos. Il n'y avait pas encore. Ça qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore, tu sais, bon, neutre, mauvais. Ça n'existait pas, quoi. Et c'est intéressant parce que du coup, on supprime cette notion de manichéisme. Et donc dans Écorce, à la place de loi, neutralité, chaos, tu as l'ordre, l'ambivalence et le sauvage. Donc l'ambivalence, c'est justement les personnes qui se sont pas fixées entre l'ordre et le sauvage, entre l'artifice et la nature, entre l'humain et l'animal, quoi. Et j'ai fait alors c'est encore à l'état de brouillon, mais c'est bien avancé. Je fais toute une campagne qui s'appelle L'ordre et le sauvage, justement, où tu vas être au cœur d'une guerre entre l'humain et l'animal, quoi. Du coup, moi, cette notion d'ordre me fait pas mal penser. Ben, souvent, encore une fois, quand on pense nature sauvage, on est sur des lieux qui n'ont pas été visités, qui ont été laissés tels quels pendant des éons. Et quelque part, on brise ce lieu sacré en rentrant dedans. Et du coup, on doit faire face aux conséquences, aux fantômes du passé avec des grands guillemets. Concrètement, si tu veux, dans Milvaux, la nature elle-même, elle va remporter même si elle a énormément repris ses droits, c'est-à-dire que la plupart des infrastructures humaines, tu les vois juste plus parce qu'elles sont sous des mètres d'humus, quoi. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui ressort, quoi. Alors, de temps en temps, il y a une ruine qui va émerger, mais c'est un peu erratique, quoi. Mais elle porte quand même fort les stigmates du passé, notamment par enfin, il y a beaucoup de,
tu vas trouver énormément de déchets. Puis des fois, c'est hybridé, c'est-à-dire n'importe quoi. Tu as des sacs plastiques qui vont pousser sur les arbres, tu vois, comme une espèce des arbres mutants, quoi, qui sont en fait imprégnés par une espèce de blessure que la planète elle a pu avoir à une époque. Et ça continue à se manifester en fait dans les nouvelles espèces. T'as l'emprise qui est cette espèce de phénomène qui provoque l'ensauvagement, qui provoque des mutations génétiques, mais en même temps, on peut le voir comme étant eh bien un résidu de la radioactivité qui a pu avoir avec, provoqué par à la fois les activités humaines, puis les apocalypses, les effondrements des systèmes humains, quoi. Donc avec, t'imagines, l'explosion des centrales nucléaires parce qu'elles sont plus entretenues, et patati patata, éventuellement des guerres aussi, des guerres atomiques. Donc tu as la radioactivité, mais aussi on peut largement supposer que l'emprise, en réalité, c'est juste de la nanotechnologie ou du génie génétique qui aurait été développé à un niveau extrême en fait avant l'apocalypse et qui en fait continue à survivre de façon sauvage, quoi. Tout comme dans un de mes jeux qui s'appelle Little Chiminville, qui est un cyberpunk Milvaux. Et en fait, il y a ce qui s'appelle la tech, la technologie, et elle devient sauvage, c'est-à-dire que elle échappe totalement au contrôle de l'humain, et un peu comme une végétation folle, comme de la vermine, eh bien, elle se développe de façon autonome, quoi. Et donc, évidemment aussi, bah, les fantômes du passé, on les a dans comment, on les a dans la forêt avec des réminiscences à la fois de l'âge d'or, mais aussi du propre passé des personnages. Il y a un phénomène qui s'appelle la forêt de mémoire, c'est-à-dire que on suppose que plus tu t'enfoncerais profondément dans la forêt, plus tu pourrais reconnecter avec les souvenirs que tu as oubliés, quoi. Donc, c'est vrai que cette idée de lier la topographie, la géographie, l'enfoncement dans les profondeurs abyssales de forêt, le lier avec le temps, avec la flèche du temps, avec le retour vers le passé, c'est évidemment quelque chose tout à fait un parallèle tout à fait correct. D'autant plus que je ne me prive pas aussi pour mettre en scène une sorte de reminiscence du Moyen Âge, d'époques révolues. Enfin, il y a beaucoup d'anachronismes. On parle aussi évidemment du retour à l'âge de pierre. Il y a un jeu Milvaux d'ailleurs qui s'appelle Milvaux, âge de pierre, qui en parle. Et bien sûr, c'est bon mot, il est déjà temps de nous quitter. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour discuter avec moi. Bah, c'était un plaisir, hein. Et pour vous qui nous regardez, je vous dis à demain. Salut, portez-vous bien.